On en vient à l'actualité immédiate. Un gilet jaune a été tué à Avignon, percuté par un camion. C'est le 6e mort depuis le début du conflit. Est-ce qu'il est temps, selon vous, que le mouvement des gilets jaunes s'arrête? Depuis le début, je fais partie de ceux qui ont attiré l'attention sur les dangers, les risques que comporte ce mode d'action de se positionner sur les routes, sur les réseaux routiers, sur les ronds-points, au carrefour. Cela présente des dangers particuliers par rapport à d'autres modes d'action. Et nous l'avons vu dès les premiers jours d'ailleurs de ce mouvement, avec malheureusement plusieurs victimes, 6 maintenant, C'est ça, on est au depuis le 6e début mort. du mouvement. Souvent d'ailleurs, des gilets jaunes eux-mêmes, enfin des personnes impliquées dans ce mouvement, percutées par d'autres véhicules. On verra l'enquête, mais la plupart du temps, je crois qu'il n'y avait rien d'intentionnel. Donc ce sont vraiment des drames, à la fois bien sûr pour ces victimes, leurs familles, mais aussi sans doute pour les automobilistes ou les conducteurs de camions qui se sont retrouvés dans ces accidents. Après, sur le contexte général, je crois qu'en effet, aujourd'hui, le temps est venu de cesser ces manifestations et au quotidien sur les ronds-points et surtout samedi à Paris et dans les autres villes de France. Il y a une question de responsabilité, une double question de responsabilité. Le gouvernement, le président de la République, nous avons fait des annonces extrêmement importantes qui vont dans le sens des revendications portées depuis le début par le mouvement des Gilets jaunes, des revendications sur le pouvoir d'achat, sur le mieux vivre, le bien vivre de son travail par rapport à la baisse des impôts, des taxes, la hausse des salaires, le SMIC, la hausse des salaires avec les heures supplémentaires. Vous les appelez à rentrer chez eux, Et les donc, gilets jaunes? à un moment donné, entre cela, ces annonces et par ailleurs le contexte d'un attentat qui a eu lieu sur le marché de Noël à Strasbourg, le plus responsable, c'est plus une question presque de bon sens que de débat politique, serait évidemment de cesser ces manifestations. Certains gilets jaunes appellent à un acte 5 ce week-end. Samedi, comment on assure la sécurité des Français samedi entre les marchés de Noël, un fugitif qui court toujours, le dispositif policier qui sera reconduit à Paris? Comment on fait pour assurer la sécurité des Français dans cette période très trouble? Bah, écoutez, comme toujours, la sécurité, c'est une affaire collective. C'est bien sûr la responsabilité de l'ordre public, la responsabilité de l'action de la police, c'est la responsabilité de l'État. L'État a la responsabilité de protéger ses citoyens, et nous le faisons. Et le gouvernement, sous la direction de Christophe Castaner, à la tête du ministère de l'Intérieur, mobilise évidemment toutes les forces de sécurité, à la fois elles sont toujours dans mobilisables. le fait Il y a pas une de poursuivre ce tireur, ce terroriste. Et ça, c'est évidemment, vous le savez, plusieurs centaines de policiers qui sont mobilisés. C'est une coopération avec l'Allemagne, avec la Suisse, au passage. Ceux qui veulent toujours détricoter la construction européenne, heureusement que nous avons de bonnes coopérations avec nos voisins européens dans un cas comme celui-là de lutte antiterroriste. Et puis, par ailleurs, c'est aussi une question de responsabilité individuelle et collective. Et je suis convaincu, par exemple, qu'à Strasbourg, il n'y aura pas grand monde pour dire on va faire une manifestation de gilets jaunes, ou de n'importe quel autre sujet d'ailleurs, samedi. Vous imaginez un petit peu? Eh bien, on doit se sentir un peu tous strasbourgeois dans ces cas-là, c'est ce que nous disons d'ailleurs. Mardi soir, en plein déroulement du drame, on a vu notamment sur les réseaux sociaux toutes sortes de voix s'élever par rapport à une espèce de théorie du complot. C'était un phénomène complètement délirant qui perturbe énormément les choses. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un terme à ce genre de choses? Vous parlez de responsabilité tout à l'heure. Là, on est en pleine irresponsabilité pour le coup. Et je vous remercie de le dire parce que c'est quelque chose qui est extrêmement choquant. D'ailleurs, un député de Strasbourg, Bruno Studer, qui a posé une question d'actualité à l'Assemblée nationale hier, était extrêmement choqué et exprimait vraiment sa colère face à ces théories du complot. Enfin, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, notamment qui circulent dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est de dire c'est l'État qui a fomenté cet attentat pour faire diversion. Vous vous rendez compte un peu de l'accusation. Malheureusement, moi je vois sur Facebook notamment depuis des années circuler, ou sur Twitter, circuler tout un tas d'accusations, de sentiments de complot de ce type. C'est pas nouveau, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport à ça? Moi je crois que c'est un enjeu extrêmement important pour la démocratie, et donc il faudrait être capable, à un moment donné, de pénaliser ces comportements. Propager des fausses informations sciemment,
Ça, c'est une responsabilité aussi des hébergeurs, les sites Internet qui les propagent, et puis aussi de chaque citoyen, que chaque citoyen se pose la question avant de retweeter, comme on dit, avant de partager sur Facebook telle ou telle vidéo fabriquée par des gens qui veulent semer des fake news, comme on dit, c'est-à-dire ces fausses informations. La propagation de fausses informations, c'est quelque chose qui est un délit dans notre code pénal depuis toujours. Il serait temps que ça s'applique à Internet. Internet, c'est pas le Far West où on fait et où on dit ce qu'on veut au risque de nuire soit à tel ou tel individu, à titre personnel, soit à la sécurité du pays. Le gouvernement a fait des annonces, il y a quand même 10 milliards d'euros sur la table, il faut les financer. Est-ce que vous êtes partisan de créer, par exemple, une nouvelle tranche d'imposition sur les plus hauts revenus pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'État? Moi, je ne suis pas partisan de créer de nouveaux impôts ou de nouvelles tranches d'imposition, alors que tout le monde a exprimé plutôt un ras-le-bol fiscal. Vous savez, s'il y a eu 75 à 80% des Français qui ont exprimé une forme de solidarité avec ce qu'on a appelé les gilets jaunes, c'est principalement pour cette question d'un ressenti, voire d'un ressentiment des Français à l'égard de la pression fiscale, comme on dit, mais qui le sentent au sens propre. Je le dis aussi, les dépenses d'accompagnement de la transition écologique, moi je les défendrais bec et ongle, parce qu'on ne peut pas d'un côté avoir dit qu'il fallait moins taxer et davantage accompagner, et puis alors que nous avons réduit la taxe carbone, dire finalement, ce que certains pourraient être tentés de dire ça, on supprime les mesures d'accompagnement de la transition écologique, moins de taxe carbone, moins d'accompagnement. Moi je crois qu'il faut continuer Vous avez des garanties dans cette politique, en tout cas nous en discuterons, mais je le dis d'ores et déjà, parce que j'ai entendu des responsables de l'opposition dire « mais ça sert à rien d'aider les Français à changer de voiture, ça sert à rien d'aider les Français à changer de chaudière, il vaut mieux baisser les taxes ». Mais si on fait ça, ça veut dire qu'à la prochaine hausse des prix du pétrole, les Français sont de nouveau dans la panade. Et moi, je ne veux pas que les Français continuent à subir les hausses des prix du pétrole qui viennent des marchés mondiaux sans avoir le moindre moyen d'y faire face. Samedi, justement, est censé commencer le débat national, les 3 mois de débat. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet du patron de la CFDT, Laurent Berger. Il dit « Il est hors de question que dans ce débat, on mette comme parmi les thèmes la question de l'immigration et de l'identité profonde ». Est-ce que ça fait partie du projet du gouvernement ? Ce que nous avons dit, c'est que dans la partie du débat, en quelque sorte, sur la citoyenneté, la démocratie, oui, il y a des gens qui ont envie de s'exprimer. Là aussi, avec donc ce parfois, sera l'un des thèmes. Là, mais en tout cas, on ne va pas empêcher des gens de s'exprimer. En revanche, on ne refait surtout pas le débat identité nationale, immigration, qui avait été lancé en 2010 par Nicolas Sarkozy. Non, parce qu'à l'époque, justement, c'était quelque chose qui avait été fait pour que, en quelque sorte, ce soit un défouloir sur le sujet. Ça n'avait débouché sur rien. La COP24 est en train de se terminer à Katowice. Ça ne se passe pas super bien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est revenu à la tribune pour lancer un appel dramatique. On n'en parle plus du tout, du coup. Nous savions dès le départ que ça allait être très difficile, parce que d'abord, vous le savez, le président des États-Unis a annoncé il y a plus d'un an le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Le nouveau président brésilien a également été élu sur un programme assez conservateur en matière de climat. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui pourraient être tentés de s'engouffrer dans la brèche, en quelque sorte. Jusqu'à présent, nous avons réussi à empêcher un mouvement de retrait plus important. Donc ça, c'était un des premiers enjeux. Et le deuxième enjeu, c'était de dire il faut qu'on se mette d'accord sur l'application de l'accord de Paris. Parce que cet accord, il y a 3 ans, il était prévu qu'on ait des règles d'application, une transparence sur les questions d'émissions de CO2. Et nous progressons. C'est l'objectif que nous nous fixons pour la fin de cette conférence. Mais c'est difficile. On peut encore les sauver, les accords de Paris ? Je crois qu'on peut le faire, mais c'est très difficile. Et souvent, dans les négociations internationales sous l'égide de l'ONU, ça ne se débloque qu'à la toute fin.